Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 40, on parle du 7e art. Bienvenue à Studio Libre. Vous connaissez mon prochain invité, soit comme guide de voyage ou soit comme critique de cinéma. Bien sûr, il aime toujours le 7e art. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur nos ondes. Eh bien, je l'accueille, le seul, l'unique, Daniel Lafortune. Bonjour, Daniel. Bonjour. C'est vrai de dire, bon, tu fais des voyages, t'es parti tout le temps aux quatre coins du monde, mais le cinéma et particulièrement le Festival du film de l'Outaouais, c'est toujours quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, j'allais dire. C'est pas mal ta seule implication au niveau cinématographique, là, présentement? Ben oui, au niveau du Festival du film de l'Outaouais, c'est la 26e édition cette année. Et la particularité, c'est que le Cinéma Neuf, donc Didier Farré, qui est en fait l'apôtre du Festival du film, c'est le cœur, c'est aussi la tête, ben il a vendu le Cinéma Neuf, c'est depuis le début de septembre l'an dernier, et maintenant il y a eu des négociations qui ont été faites avec les nouveaux propriétaires, Ciné Entreprises, qui possèdent 7 salles, en fait 7 cinémas au Québec. Donc, ça a pris un peu de temps que le festival prenne son envol, mais maintenant, c'est grassement que nous allons vous présenter 74 films cette année. Beaucoup de films québécois qui sont en valeur cette année. Presque, en fait, la moitié des films sont des films du Québec. Des films aussi parce que c'est le Portugal qui est en évidence pour le Festival du film. Donc, le cinéma portugais va être en partie un lieu de rencontre et très festif. Beaucoup, ça va être présenté au Musée canadien de l'histoire. C'est important pour vous d'aller chercher justement ces autres salles-là? Ben, c'est important parce qu'on met en valeur cette fois-ci le cinéma du Portugal et donc on a une aide financière de l'ambassade du Portugal. On a toujours l'aide financière du Maroc, de la France. Et ça nous permet parce que ces salles-là, ça coûte cher au niveau de la location, même que le casino, la salle du casino, c'est énorme. On parle de 15 000 pour une représentation. Wow! Donc, cette année, il n'y en a pas là-bas. On a 2 représentations qui ont lieu au Musée canadien d'histoire, donc dans la salle qu'il y a là. Une très belle salle. Eh bien, mais l'ensemble des films sont toujours au Cinéma Neuf. Donc, pendant la durée du festival, du 3 au 11 avril prochain, il y a 2 salles, les mêmes salles, la salle 3 et la salle 4, qui vont être consacrées au Festival du film de l'Outaouais. Pourquoi avoir choisi justement le Portugal plus qu'un autre pays? Est-ce que le cinéma portugais a quelque chose qui ressemble à celui du cinéma québécois? Je dirais qu'il se rapproche davantage du cinéma espagnol. Alors, c'est une proximité, et même du cinéma marocain. Pourquoi? Parce qu'on essaie finalement d'aller chercher du financement. Donc, on approche des pays différents d'une année à l'autre. Donc, cette année, c'est le Portugal. L'an prochain, ça sera peut-être la Suède. J'ai aucune idée. Et ce choix-là, c'est fait par Didier et puis sa fille qui est aux communications pour le Festival du film de l'Outaouais. Bon, tu vois des films de partout dans le monde, j'imagine, et tu t'intéresses à plusieurs pays. Et puis, tu en as vu avec le temps aussi. Qu'est-ce qui différencie? Parce que là, on a l'impression ici au Canada, qu'on est submergé par du cinéma américain et c'est du gros blockbuster qu'on nous fout pratiquement dans la gorge. Comment est-ce que les gens qui sont amateurs de films peuvent aller voir d'autres films d'ailleurs ici? En grande salle, c'est un petit peu difficile, là, mais j'imagine qu'avec les plateformes Internet, c'est un petit peu plus facile d'aller voir des films d'ailleurs. Ben, je te dirais, là, le 7e art, c'est du cinéma
sur grand écran. Il ne faut pas oublier ça. Sur Internet, je reçois à l'occasion des liens pour aller voir un film. Oui. Je n'y vais pas parce que pour moi, de s'asseoir dans une grande salle vide ou presque, on a l'impression qu'elle est vide, mais il y a d'autres spectateurs. Et là, d'avoir les yeux rivés sur l'écran et entrer dans ce monde, ça prend donc une histoire. C'est l'histoire qui va venir nous chercher dans les tripes, nos yeux et tous nos sens. Donc, ce qui est le plus important au cinéma, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, c'est évidemment, c'est la trame romanesque du film. Après ça, bien évidemment, c'est la réalisation, hein, le metteur en scène qui prend tel acteur ou actrice, et voilà, ça donne une bonne représentation et un très bon film. Et moi, je t'ai parlé de mon goût pour le cinéma. Je suis parti, comme l'an dernier, 1 mois en France. Et pendant 1 mois, j'ai vu 32 films. Donc, je reviens ici. Donc, une fois par jour, pratiquement. C'est un petit peu plus, oui. C'est parce que tu as parlé de passion, tu as parlé que je suis en amour. Oui, c'est un médium que j'aime beaucoup. Et à la fin de ma carrière d'enseignant, évidemment, par cette passion, j'ai enseigné 3 ou 4 ans le cinéma. Et j'ai encore un lien avec l'enseignement, puisque je vais chercher au niveau des jurys. Je m'occupe des jurys. Il y en a 4 cette année. Donc, le documentaire, la critique, ça, c'est les gens qui sont plus férus de cinéma. Il y a aussi le jury, des gens qui sont dans les médias, surtout. Et finalement, le jury jeunesse, donc des gens qui sont au cégep. Donc, en cinéma, j'imagine, ou un peu tout azimut? Il y en a quelques-uns en cinéma. Okay. Et puis, il y en a même un d'Ormisdas-Gamelin qui fait des films. Oh! Oui, j'ai vu ces films. Il est un peu... Je pense qu'on va le retrouver l'an prochain pas en faculté, mais au département du cinéma du Cégep de l'Outaouais. Je suis pas un féru de cinéma pour certaines raisons, là, parce que je trouve ça souvent long, 2 heures à être assis devant un film. Par contre, quand j'en écoute un et que je le fais jusqu'à la fin, je trouve que c'est un film qui est venu me chercher, qui est venu me captiver dans l'histoire. Et j'ai de la misère avec justement, comme on parlait, des gros blockbusters américains, parce que c'est pas mal... Ça sonne réchauffé à un moment donné. L'histoire et le héros qui va climax et finalement la fin, vécus heureux, ils ont beaucoup d'enfants. C'est un peu comme... C'est une recette. Même histoire. Ouais, c'est ça, c'est une recette qu'on nous vend et qu'on nous impose. Mais quand un film un peu différent vient chercher, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs. Et de voir aussi, j'ai écouté des films qui venaient d'un peu partout. Et puis, c'est de voir la richesse du cinéma ailleurs qui, comme je le disais, on a l'impression qu'il est couvé, là, qui est maintenu dans une mer de films américains qui sont vraiment imposés, j'allais dire, là, pour des buts mercantiles, pour que le cinéma fasse de l'argent. Ben il met ça parce qu'il sait que ça va pogner. Et au lieu de mettre un film qui est plus un film d'auteur, c'est un petit peu moins grand public. Donc c'est ça que je trouve qu'à un moment donné, les cinémas ont comme un peu plus le côté mercantile business que du côté vraiment de faire rayonner le cinéma. Ben, c'est sûr que le cinéma américain, moi j'appelle ça, c'est plus proche d'une industrie que d'un art. Ouais. Et il y en a beaucoup, et ils ont beaucoup de sous, donc ils imposent au cinéma de prendre dans leur salle des films américains. Tu as appelé ça des blockbusters, il y en a beaucoup. Puis finalement, c'est toujours la même recette. Je pense au film, tu as parlé d'une longueur, Emilia Pérez, qui a gagné au Golden Globe. C'est un film de 3h40. Wow! Qui a été primé. Mais on n'a pas l'impression que ça dure aussi longtemps. Et pour le public, il y a une entracte de 20 minutes. OK. Donc, ça dure 4 heures. Ouais, c'est un marathon, là. Et c'est une excellente trame et c'est plein de clins d'œil à tout au niveau des arts.
Alors que dans les films blockbusters, beaucoup de clichés qui reviennent de... Ouais. C'est ça, c'est du pré-mâché. Je pense à un film notamment, on parlait de films avec une grande longueur. Je pense à La liste de Schindler, qui est long, mais tu t'ennuies pas parce que c'est... Il y a de l'action, il y a une histoire, c'est vraiment, vraiment complet. Et justement, les films que vous avez sélectionnés, c'est des films qui ont quelles caractéristiques? Comment est-ce qu'on choisit un film pour être dans un festival du film? Bonne question. Didier, qui va premièrement à Angoulême, les gens savent qu'est-ce que c'est le Festival de Cannes. Oui. Eh bien, il n'y va plus à Cannes. Il va à Angoulême depuis le début. Il y a une proximité entre le Festival d'Angoulême, qui est une petite ville, d'à peu près 50 000 habitants. Moi, je suis allé 4 fois. Et en France, c'est petit. Oui, c'est petit. Et là-bas, tous les Français essaient d'avoir des places. Maintenant, c'est très difficile au début. Là. Et les acteurs viennent, ils prennent le TGV à Paris, ils sont à Angoulême en 2h30, ils viennent présenter leur film, ils restent là, c'est la fête continue pendant ces 5 jours-là. Moins business que Cannes, peut-être? Oui, c'est pas business du tout, c'est plutôt un regroupement de cinéphiles et de gens du cinéma. C'est magnifique. Donc, le cinéma a encore cette vitalité-là qui permet aux gens d'aller voir des bons films et d'être dans un enclos cinématographique. Oui, c'est vraiment des amateurs. Et on peut voir, j'imagine, beaucoup plus de films indépendants, beaucoup plus de films un peu plus particuliers. Et c'est là qu'on fait une présélection, j'imagine? Oui, c'est là. Il va là, puis il va à Ciné Québec, qui est en janvier. Alors, il va comme un showcase, finalement. C'est ça. Il va encore faire des sélections là. Et aussi, en janvier, il va à Paris pendant 10 jours pour voir des films. Bon, moi, j'y vais. Cette année, comme j'y vais plus tardivement, il a fait son horaire cinématographique beaucoup plus tôt. Donc, il fait ça autour du 20 janvier. Moi, je suis parti le 25. Moi, je lui suggère des films, parfois, avant beaucoup plus, parce que je n'en voyais à Montréal beaucoup plus. Mais je suis souvent parti, comme tu l'as dit, et c'est important, le voyage. Et le voyage en images, c'est ce que je fais aussi. Est-ce qu'ils ont, comme je disais, est-ce qu'ils ont un dénominateur commun, ces films-là, ou c'est vraiment tout azimut, on y va là, at large? Il y a la particularité du cinéma québécois. On en prend beaucoup parce qu'on a une aide financière de la SODEC, de Téléfilm Canada. On en prend aussi de la France, beaucoup, qui a un lien, je dirais... indéfectible? Pelliculaire. Très beau mot, bien choisi. Oui, au niveau de la pellicule. Et les films qu'il peut voir dans ces festivals-là qui viennent d'ailleurs. Bon, il y a un film l'an passé que j'avais vu, une femme allemande qui se passait, une femme belle blonde qui joue dans un orchestre de jazz à Berlin en 38, 39, on le sait. Et elle a la particularité, cette femme-là, d'être juive. Et ce qu'elle va faire pour essayer de sauver sa peau, je vous laisse flirter là-dessus. Mais elle va vivre toute la guerre et va mourir dans les années 80, abandonnée par toute la population juive parce qu'elle a dénoncé plus de 500 juifs. Ce film-là, c'est un bijou, mais malheureusement, il n'a pas été présenté. Alors, si vous voyez un beau film comme ça, en quelque part, une femme allemande. Bon, il y a eu quelques films comme ça qui n'ont pas été présentés. Souvent, c'est parce que les personnes qui font la sélection les ont pas vus. Donc, on peut être touché, mais comme je dis, il y a tellement... Si on prend juste au niveau du cinéma québécois, il y a tellement de productions dans une année qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de faire une sélection. Et j'imagine au cinéma français, et là, tous les autres pays qui produisent aussi. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a de films par année, bon an, mal an, qui sortent à travers le monde? Ça va être des milliers. Oui, on parle dans des milliers, certainement. Mais je peux pas t'annoncer Je sais qu'au Québec, on parle d'une centaine de films annuellement. Déjà juste. Et on est considéré pas comme un gros marché. Là. Non. On est un très petit marché. Fait que j'imagine les autres pays. Là. C'est ça. Il y a quand même les investissements qui sont faits par
les gouvernements pour aider, parce que quand on fait un film qui dure, en fait, qui coûte 4, 5, 6 millions, au Québec, c'est un film qui coûte très cher. Oui. Alors qu'aux États-Unis, on parle de 50 millions et plus, là. Oh, oui, ça, c'est le 6 millions. Il y a des gens de l'industrie qui me disaient ça, c'est juste le craft. C'est comme le buffet aux États-Unis pour manger pendant les... et puis, souvent, les Américains, bon, ils vont arriver, ils vont tourner, là... ils vont jeter pratiquement, j'allais dire 90%, mais c'est pas loin. Là. Il y a beaucoup de scènes qui sont rejetées. Tandis qu'au Québec, on garde ça tight, comme on dit en anglais. Là. On garde ça là, très, très serré pour réussir à faire des chefs-d'œuvre qui sont primés ailleurs avec des budgets qui sont pour des autres dérisoires. Là. Comment est-ce qu'on est, j'allais dire, est-ce qu'on est à la qualité? Le mot est peut-être mal choisi. Est-ce qu'on a des films qui rivalisent, même si on a un petit budget, avec beaucoup d'autres à travers le monde? Oui, il arrive. Tu sais, je pense à Crazy. Hein, oui. Crazy, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très grand film. Oui. Je pense à un film du regretté Jean-Claude Lauzon, Un jour la nuit. Oui. Alors, des films comme ça, c'est des films qui sont primés et faits avec des petits budgets. Ça prend donc, la première chose, c'est un scénario. Oui. Un scénario qui est bien ficelé, bien écrit et qui met en valeur le texte, l'histoire et joué par des acteurs formidables. Ça, je dirais que ça égalise certains grands films européens et même américain, mais tu as parlé de Schindler's List tout à l'heure. Oui. Et moi, je suis allé dans l'usine de Schindler's à Auschwitz. OK. J'ai pu voir la particularité de ce lieu-là où il a sauvé plus de 1000 personnes, où ça travaillait. Eh bien, on a réussi à écrire une histoire qui est magnifique, jouée et interprétée par des acteurs... Liam Neeson. Liam Neeson qui est un jeu d'acteur incroyable dans ce film-là. Et évidemment, la réalisation, quand on parle de 100 millions, là. Ouais. Et là, on peut mettre en valeur, je pense, un grand auteur, réalisateur québécois, André Forcier. Oui. C'est tous les acteurs veulent jouer pour lui. Et il joue bénévole. Oui. Parce que l'argent pour faire ses films, il y en a très peu. Et quand on se retrouve, je sais pas moi, en Louisiane dans son film, on peut pas faire des scènes sur la Grande Rue là-bas. Donc, c'est très... le cadrage est beaucoup plus limité. Et tu parlais de grands acteurs, notamment Crazy. Le prix du public, c'est depuis 2024 le prix Michel Côté. Et c'est drôle parce que la seule fois où je l'ai rencontré, c'était en 2019. L'édition qui n'a pas eu lieu, 2020. Oui, donc... quelques mois après avoir débuté Infomag, on était à la conférence de presse pour annoncer, tu vois, ici Michel Côté. Et on avait eu une petite entrevue de 7-8 minutes avec lui. Homme hyper sympathique, du genre très, très généreux aussi en entrevue. Tu me poses une question, il était parti pour un bout. Et c'est triste quand même que, bon, le festival n'ait pas lieu, qu'il soit décédé un petit peu, pas tellement longtemps après. Et là, votre présidente d'honneur se trouve à être Véronique Leflaguet, sa veuve. Donc, ça doit être quand même quelque chose pour elle. J'imagine que c'est elle qui va le remettre, ce fameux prix-là. Ah ben oui. Oui. Ben oui. Et son fils, il vient souvent, Maxime, là, il vient souvent. Et d'une simplicité, je dirais, à venir, comme son père, mais il est déjà d'une simplicité et d'une générosité. Tu as parlé des qualités de Michel Côté. C'est un gars terre à terre qui vient il vient pas du Saguenay, il vient du lac Saint-Jean. C'est à des gens de la terre, il vient d'Alma, évidemment, mais c'est un gars d'une générosité
puis d'une simplicité, et puis d'un échange. J'ai eu le plaisir de le côtoyer à quelques reprises. Et j'imagine que pour Véronique, sa veuve, ça doit être quelque chose de très émotif de remettre un prix qui porte le nom de son mari décédé. Et surtout, ça fait quelques années, mais l'émotion est toujours là. Et je pense que jusqu'à la fin de sa vie, ça va l'être quand elle parle de Michel ou quand on lui en parle. J'imagine qu'on lui en parle encore à tous les jours. Assurément, à tous les jours, on parle de Michel Côté dans les médias, dans le milieu du cinéma, dans le milieu du théâtre, parce qu'on sait, il est un des créateurs de Brou. Oui. Qui roule encore. D'ailleurs, je l'ai vu avec la nouvelle équipe, notamment composée de Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin. Ici, à la salle Odyssée que j'avais vue, c'est une très, très bonne pièce qui a su, et c'est drôle, qui a su aller dans le temps et de passer des années 70 aux années 2020 sans vraiment bouger beaucoup, mais qui est toujours aussi drôle, aussi prenante. Parce que c'est une bonne histoire au départ. On parlait d'histoire tantôt. Ben, les histoires, quand elles sont bonnes, puis quand elles touchent vraiment le public dans son cœur et dans son... j'allais dire en anglais, dans son corps, dans son cœur profond, dans ses tripes, ben, c'est là que ça va nous ramener. C'est là que ça va devenir soit une pièce de théâtre ou un film d'une très grande qualité qui va vieillir avec le temps. Oui, je fais une analogie avec mon père qui a travaillé dans les petits hôtels de village toute sa vie. Mon père n'allait pas au théâtre, n'allait pas au cinéma, mais Brou, je l'ai amené voir ça à Montréal. Il a pleuré presque tout le temps. Ben oui, parce que c'était sa réalité. Il m'a dit, c'est ma vie, ça. Oui. Seulement, il était barman, j'imagine? Ouais, il était barman, il était serveur, il était gérant de plusieurs hôtels maçons. Templeton, Gatineau, et puis il a fini chez Madame Burger à Hall. OK. Et j'imagine justement que lui, ça le touchait parce que c'était sa vie, mais tout le monde que ça a touché, je me souviens, mon père m'en a parlé, tous ces hommes-là qui ont connu l'époque des tavernes, ben ça a été bien représenté, je pense, par Michel Côté et sa bande à l'époque. Et c'est drôle parce qu'ils l'ont fait, 3500 fois ou 3400 quelques fois, là, pas tout à fait 3500. C'est à peu près ça, oui. Et tout le temps, les salles étaient pleines. Donc, oui, il y a le jeu, il y a l'histoire, mais il y a le jeu d'acteur aussi, là. Ah ben oui. Puis, paraît-il que à la fin, ils ne buvaient pas de bière. Non. De la sans-alcool, mais au début, ils sortaient de là assez ronds. Et lorsqu'ils avaient, je pense qu'ils avaient 27 ans. À peu près, c'est ça, 24-25 ans dans ce quand coin-là. ils ont commencé à jouer ça. Et Véronique, la femme de Michel, était de la réalisation de la pièce. Et même si elle n'était pas sur scène, elle a travaillé avec... ça avait un drôle de nom, ce théâtre. Ah oui, je me souviens, c'était leur théâtre d'ailleurs qu'ils avaient créé. C'était une époque où on pouvait encore, je pense. Aujourd'hui, c'est rendu, ça prend des millions pour juste essayer de faire quelque chose. Et je plains les nouveaux acteurs aussi là, qui ont ce fardeau-là aussi, parce que avec l'arrivée d'Internet, tout le monde peut avoir accès à pas mal tout aujourd'hui. À tout et à rien. Mm-hmm. Parce qu'on parle dans les théâtres, ce sont que des cheveux blancs. Mm-hmm. Oui. La relève n'est pratiquement plus existante. Donc, qu'est-ce que sera le théâtre dans 10 ans? Le cinéma, lui? Le cinéma, le fait que c'est encore abordable. Oui. Et que les gens... on le sait, là, ce qu'on vit, là, on va vivre pendant 2, 3, 4, 5 ans. Cette perte d'autonomie financière du fait des échanges de douane, du fait que les maisons à 500 000 et des salles en montant, oui. Et en montant. Donc, il ne reste plus d'argent pour sortir. Donc, le cinéma, c'est encore très abordable. Il se fait des belles choses. Et j'espère qu'on va avoir une relève. On la voit parce que dans le jury, il y a la jeunesse et des mordus
qui vont faire peut-être des enfants, ils vont les amener au cinéma et on souhaite qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent dans les salles. Daniel, c'est toujours un plaisir de t'avoir soit comme chroniqueur, soit comme invité. Qu'est-ce que tu souhaites pour le Festival du film de l'Outaouais pour les 5 prochaines années? Bon, on s'entend, on se le cachera pas, depuis 20 ans. Donc, comment tu aimerais voir le festival évoluer? Ben moi, je pense que là, actuellement, il y a un contrat, et là, je dis sous toute réserve, là, pour 3 ans. Donc, cette année et 2 autres années. Je vois la nouvelle présidente, Louise Poirier, qui a un grand souci de poursuivre l'œuvre. Donc, ça sera au... Moi, je fais partie du conseil d'administration depuis très longtemps, mais c'est pas moi qui va négocier. Donc, c'est la présidente et Didier et sa fille. Et Didier, il a quand même 76. Donc, on souhaite que ça se poursuive et que cette année, ça va être une année, je dirais, révélatrice de ce que va être le Festival du film. Y aura-t-il plus que l'an dernier de spectateurs ou moins? Je sais que les affiches partout dans la ville de Gatineau, merci à Gatineau, sont superbes et sont installées partout. Donc, les gens qui sont peut-être, ils hésitent, venez. Il y a beaucoup de films d'accessibles. J'ai parlé des films comme Emilia Pérez. Ouais, il va être présenté, mais il y a beaucoup de tous les films québécois qui ont été présentés cette année, qui ont eu une valeur artistique et culturelle. Ben, si vous les avez manqués, vous pouvez venir les voir. Et je vous présente notre dépliant qui présente les 74 films que l'on a cette année, dont la moitié, donc à peu près 37-38, qui sont du Québec. C'est, comme je le disais, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. Et puis, entre 2 voyages, on est toujours là. Tu peux venir, la porte est grande ouverte. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 40 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Daniel Lafortune, et vous rappeler que le Festival du film de l'Outaouais se déroulera du 3 au 11 avril prochain. Également, nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons notre groupe de discussion Facebook TVC Bastillèvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour une prochaine, pour un autre Studio Libre.